Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, Boko Haram se livre à une nouvelle série d'enlèvements dans le nord du Cameroun. Ce dimanche, le groupe a agi dans la ville de Kolofata et plusieurs personnalités politiques figurent parmi les otages. Après les fortes pluies et les inondations meurtrières du mois de juin, la ville d'Abidjan a procédé à des opérations de relogement pour la sécurité de ses habitants. Mais malgré les indemnités proposées, certains refusent d'être relogés. Et puis, les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme au Sud-Soudan. 4 millions de personnes sont menacées de malnutrition dans le plus jeune État du monde. Des problèmes sanitaires, notamment liés à l'eau potable, ont également été constatés. Les agissements de Boko Haram ne se limitent plus à ces enlèvements au Nigeria. Depuis la mi-avril, 219 lycéennes sont retenues par la secte islamiste. Et ce dimanche, une dizaine de personnes ont été enlevées au Cameroun. Parmi elles figure une épouse du vice-premier ministre chargé des relations avec les assemblées et le maire de la ville de Kolofata au nord du pays, Ibra Dinjai. Enlèvement d'une dizaine de personnes au Cameroun par Boko Haram. Des éléments de la secte islamiste Boko Haram ont attaqué dimanche la ville de Kolofata, située dans le nord du Cameroun, près de la frontière nigériane. Ils ont enlevé plusieurs personnes, dont la femme du vice-premier ministre Amadou Ali, mais également le maire de la ville de Kolofata. Ce matin, très tôt, vers 6 heures du matin, le vice-premier ministre Amadou Ali s'est rendu en l'Espagne, comme d'habitude, pour y passer les fêtes de Ramadan. Donc, le vice-premier ministre devait rejoindre la famille aujourd'hui. Quand donc le matin, au petit matin, les éléments de Boko Haram ont encerclé le domicile du vice-premier ministre. Ils ont maîtrisé sa sécurité rapprochée, enlevé sa femme. Un autre contingent des assaillants s'est dirigé vers la mairie où l'Amido, qui est en même temps maire de Kolofata, a été enlevé. Il y a eu 2 morts du côté camerounais. Ils sont partis avec l'épouse du vice-premier ministre. La lutte contre Boko Haram est certes devenue un objectif régional et international, mais elle est loin d'être encore gagnée et demande une certaine stratégie. Boko Haram est d'abord un mouvement asymétrique. Voilà, c'est une force qui est asymétrique par rapport aux forces conventionnelles. Et donc son mode opératoire est éminemment asymétrique. La dernière fois, le Cameroun a dû déployer un arsenal militaire important dans la partie septentrionale du pays. Mais il faut se dire que le déploiement est strictement conventionnel. Or, le déploiement conventionnel face à une menace qui est asymétrique, qui opère selon un mode opératoire qui est lui-même non conventionnel, suscite un certain nombre d'interrogations. Donc la riposte ne sera pas conventionnelle et il faut encore une fois le relever à partir de cette arrestation. Pour les spécialistes, la bataille de l'information est capitale pour remporter le combat contre la secte islamiste. Il va falloir que l'État camerounais multiplie davantage les efforts en termes de renseignement, en termes de recherche d'information, utiliser des instruments capables d'infiltrer le mouvement Boko Haram et de mieux maîtriser le mode opératoire de cette nébuleuse. Sans cette capacité d'infiltration, de recherche, d'information dans une dimension offensive, il sera difficile de contrer cette menace ou bien même de lutter efficacement contre Boko Haram. Selon plusieurs organisations des droits de l'homme, la nébuleuse islamiste, qui agit également au Tchad, au Niger, au Cameroun et au Nigeria, a causé la mort de plus de 2000 personnes depuis le début de l'année 2014. L'enquête sur les causes du crash du vol AH5017 se poursuit au Mali. Les 2 boîtes noires retrouvées samedi seront acheminées vers la France afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. Les autorités se sont également engagées à rapatrier tous les corps des victimes vers leurs proches. Une promesse difficile à tenir pour de nombreux experts vu la violence du choc. Une déclaration qui montre que la France, le Burkina Faso et le Mali travaillent de concert. Écoutons la déclaration du ministre des Transports, Hakim Koumari. Les investigations sur le lieu de l'accident se poursuivent. Les recherches ont permis de retrouver les 2 boîtes noires. Les ministres des Transports du Mali et de l'Algérie ont ramené les 2 boîtes noires à Bamako. Ces 2 boîtes noires seront examinées par un bureau d'enquête accident en collaboration, en coordination avec tous les partenaires. Toutes les dispositions légales et techniques pour procéder à l'identification des dépouilles et déterminer les causes de l'accident ont été prises par les experts maliens en concert par les homologues français et algériens.
En Côte d'Ivoire, la phase de démolition des sites dangereux a commencé à Abidjan, mais malgré l'indemnisation de 150 000 francs CFA offert aux habitants sujets au relogement, certains refusent encore de quitter leur domicile. Le gouvernement essaye ainsi par tous les moyens d'insister sur les dangers encourus par les familles qui veulent rester. Anan Fao. Dans le viseur des autorités ivoiriennes, 2 secteurs attisent les tensions depuis le début de l'opération de destruction des habitations anarchiques le 16 juillet dernier. À l'ouest d'Abidjan, dans la commune d'Atekoubé, une importante force policière a dû être déployée pour contrer les habitants récalcitrants à l'idée de quitter leur domicile. Même scénario à l'est de la capitale, dans le quartier de Goblé, les bulldozers des autorités ont été bloqués par les barricades des occupants. Il faut de la rigueur, il faut sortir peut-être des états d'âme. C'est vrai, ça fait mal, il y a des choses qui sont perdues, mais pour la propre sécurité de ces familles, il est important de déguerpir, il est important de dégager ces sites parce que ça ne fait pas bien à voir pour la capitale. Et puis, ces familles sont en danger. Quand il pleut, il y a des intempéries, il y a des morts, et cela n'est pas intéressant. Face à la multiplicité des habitations anarchiques plus fragiles, les autorités ivoiriennes ont décidé de détruire les zones à risque. Pour indemniser les ménages concernés, l'État leur a remis 150 000 francs CFA, une somme dérisoire pour certains locataires souvent contraints de se soumettre aux marchands de sommeil. Vous savez aussi, il y a un commerce qui s'est développé dans ces quartiers précaires et ces bidonvilles. C'est des zones non bâties et il se trouve que ceux qui habitent là-bas ne sont pas propriétaires, ils payent des loyers. Là aussi, il y a un problème. Tous n'y vivent pas gratuitement. On paye des loyers, on paye de l'électricité, il y a des services qui sont payés là-bas. Et il y a tout un commerce, toute une industrie qui se développait au détriment de l'État. Il est important de faire le point et de voir les ressources dont disposent ces populations, comment les sécuriser pour les aider à habiter ailleurs. La décision des autorités ivoiriennes a été motivée par les fortes pluies que le pays a subies depuis le mois de juin. Les inondations et les éboulements de terrain ont été catastrophiques. On dénombre 39 victimes auxquelles s'ajoutent de nombreux dégâts matériels. L'évacuation des zones à risque vise à prévenir d'autres drames. Le virus Ebola a atteint la capitale sierra-léonaise Freetown. Une femme de 32 ans a succombé à la fièvre hémorragique ce dimanche. Cette apprentie coiffeuse avait été hospitalisée plus tôt dans la semaine. Un décès qui montre que la maladie, qui se limitait initialement aux régions de Kanima et de Kailaoun, gagne du terrain. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la Sierra Leone incarne le nouvel épicentre du virus qui a déjà fait 660 victimes. En 2014, près de 4 millions de Sud-Soudanais sont menacés par la malnutrition, des problèmes auxquels s'ajoutent d'autres manquements sanitaires comme ceux liés par exemple à l'eau potable. Et les organisations internationales tirent la sonnette d'alarme alors que la crise traversée par le pays peine à trouver une issue. Guillaume Durand. La situation alimentaire au Sud-Soudan de plus en plus préoccupante. Selon les Nations Unies et les organisations humanitaires sur place, ce sont cette année plus d'1 million d'enfants de la région qui sont menacés par la malnutrition, ainsi que plusieurs centaines de milliers de Sud-Soudanais. Mais pour le programme alimentaire mondial, les seules donations de nourriture ne suffiront pas à protéger les Sud-Soudanais. La nourriture seule ne suffit pas pour répondre aux besoins de l'enfant. Si la situation sanitaire est mauvaise, si l'eau n'est pas potable, les enfants tombent malades. Nous voyons ces enfants à l'hôpital. Si nous ne travaillons pas également sur ces priorités, la malnutrition perdurera, même si nous avons plus de provisions. La nourriture seule ne réglera pas la situation. Il faut s'assurer que ces enfants vivent dans de bonnes conditions, qu'ils aient accès à l'eau potable et aux soins. Il faut les sortir de là. À Minkaman, ce sont plus de 100 000 personnes qui ont trouvé refuge dans l'un des plus grands camps de déplacés du pays pour fuir la violence. Sur place, ils essaient tant bien que mal de s'organiser. J'ai décidé de commencer à planter des cultures car quand j'habitais à bord, j'étais fermier. Quand je suis arrivé à Minkaman, j'ai cherché où faire pousser de la nourriture. Les agences qui nous aident nous ont donné du sorgho, mais je voulais aussi des légumes. Je vais planter de l'okra et d'autres légumes. Peut-être que je pourrais en vendre un peu pour acheter de la viande pour les enfants. Depuis décembre 2013 et le début d'affrontements entre les partisans du président Salva Kiir et ceux de son rival Riek Machar, près d'1,5 million de personnes ont été déplacées. Un tiers de la population, soit 4 millions de Sud-Soudanais, pourrait souffrir de malnutrition cette année.
Du sport pour terminer ce journal, et les Lions de la Teranga recevront bien les Pharaons dans l'enceinte de leur stade Léopold Sédar Senghor le 6 septembre 2014. Un match qui comptera pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Une décision prise malgré les travaux entrepris au stade qui accueillera la rencontre et qui constitue la principale conclusion de la fédération sénégalaise réunie en comité d'urgence ce dimanche. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.